Bonjour, chers élèves. J'ai l'immense plaisir de vous accompagner tout au long de cette année scolaire 2025-2026 et j'espère que vous puissiez tirer profit de ces capsules vidéo et tout ce que je représente sur ma chaîne YouTube. Euh, je vous souhaite un bon démarrage de cette année scolaire et soyez sûr et certain que je reste à votre écoute et que je reste ouvert à toutes vos suggestions, vos remarques afin d'améliorer les présentations et bien sûr le contenu que je vous présente. De prime abord, euh, je tiens à souligner que le programme des sciences de la vie de la Terre pour la deuxième année baccalauréat est identique aussi bien pour la section SVT que pour la section PC. Bien sûr, avec quelques différences. Pour la section SVT, il y a 6 unités au total, c'est-à-dire pour toute l'année scolaire, alors que pour les sciences physiques, il y a uniquement 4 unités. Bien sûr, l'unité 1, ou bien la première unité du programme est la même, dont l'intitulé est la consommation de la matière organique et le flux d'énergie. Bien sûr, à ce niveau-là, vous avez des prérequis, des connaissances que vous avez déjà construites lors de la première année baccalauréat et des années précédentes, notamment en deuxième année collège, en ce qui concerne la matière organique, les phénomènes métaboliques, bien sûr la notion d'énergie, le flux d'énergie, etc. De prime abord, je vais introduire cette unité en mettant le point sur quelques notions et quelques termes de base dont vous aurez besoin pour suivre les prochaines séquences du cours. Donc, je rappelle l'intitulé Consommation de la matière organique et flux d'énergie. Si vous vous rappelez bien, l'année précédente, lorsque vous avez étudié la production de la matière organique chez les plantes chlorophylliennes, donc vous avez parlé d'un phénomène bien sûr biologique caractéristique des plantes chlorophylle, c'est-à-dire les plantes qui présentent des feuilles vertes, en l'occurrence la photosynthèse. Donc comme son nom l'indique, il s'agit d'un processus biologique, comme vous voyez sur le schéma, donc un processus biologique qui permettrait la synthèse, la production, voire la fabrication de la matière organique, bien sûr à partir de l'énergie lumineuse, donc par exemple le soleil, et de la matière minérale. Et là, je fais allusion aux sels minéraux qui se trouvent bien sûr sous forme dissoute dans le sol, l'eau et le dioxyde de carbone. Donc tous ces ingrédients ou bien tous ces éléments, bien sûr, sont utilisés par la cellule végétale pour faire ou pour assurer cette fabrication de la matière organique, bien sûr sous une condition qui est bien sûr l'un des critères qui distingue la cellule végétale de la cellule animale, c'est la présence d'organes cellulaires spécialisés et qui est le siège de ce phénomène, ce sont les chloroplastes. Donc tout ce que je viens de dire maintenant, ce sont des notions auxquelles vous avez, bien sûr, ou que vous avez déjà étudié, c'est juste des rappels. Bien sûr, je peux revenir par la suite aux détails. Donc, après synthèse de la matière organique, et bien sûr, là, il faut toujours rappeler, quand on parle de la matière organique, ce sont trois groupes de molécules. Donc, les glucides, bien sûr, il y a les lipides et les protéines. Et chaque groupe de molécules
présente toute une variété. Donc, à ce niveau, quand la plante chlorophyllienne synthétise la matière organique, ben, si on revient à la notion, et qui est une notion importante aussi, la notion de la chaîne alimentaire. Si vous vous rappelez, toute chaîne alimentaire, et c'est une condition sine qua non, il est indispensable qu'il soit, bien sûr, qu'il débute par une plante chlorophyllienne, parce que c'est la clé. On dit que c'est la clé de la chaîne alimentaire. La matière organique synthétisée par une plante chlorophyllienne, c'est la matière et servira de nutriments, bien d'alimentation pour le maillon suivant, qui est le maillon des herbivores. Les herbivores, à leur tour, servent bien sûr, de nourriture ou d'aliments pour le maillon suivant, qui est le maillon des carnivores, et ainsi de suite. Donc là, je parle d'une manière générale. Et on peut donner beaucoup d'exemples de chaînes alimentaires. Donc, ce processus de la photosynthèse est très important parce que c'est la clé de la chaîne alimentaire et des relations trophiques en général dans les écosystèmes. S'il n'y a pas de photosynthèse, il n'y a pas de relation trophique, donc pas de chaîne alimentaire, et tout ce qui viendrait par la suite va s'arrêter. Donc la cellule végétale, bien sûr, c'est une cellule qui présente une forme spécifique, caractéristique. C'est une cellule aussi vivante, donc elle réalise d'autres phénomènes autres que la photosynthèse, comme la respiration cellulaire, qui est le processus inverse de la photosynthèse et qu'on verra en détail dans les séquences suivantes. Bien sûr, là, cette année, on va se focaliser sur un autre organisme cellulaire qui est le siège de la respiration, c'est la mitochondrie. D'accord? Donc là, d'une manière schématique, c'est un petit peu le résumé de la photosynthèse. Donc, comme bilan, on peut proposer ce qui suit. Les plantes chlorophylliennes sont des êtres vivants autotrophes, donc la notion d'autotrophie, parce qu'ils synthétisent et produisent la matière organique à partir d'une source, bien sûr, chimique, et bien sûr de la lumière. Ils produisent leur matière organique en utilisant l'eau, les sels minéraux, le CO2 atmosphérique et l'énergie lumineuse. Donc, ce sont les ingrédients, comme je l'ai souligné, de ce phénomène. C'est la photosynthèse qui se présente en deux phases. C'est juste des rappels. Donc, la phase claire, bien sûr dépendante de la lumière, permet la transformation de l'énergie lumineuse captée par la chlorophylle au niveau des chloroplastes, bien sûr, pour synthétiser ou produire de l'ATP, adénosine triphosphate. Alors que la phase 2, qualifiée de sombre, elle est indépendante de la lumière. Donc, ce n'est pas parce qu'il se déroule c'est-à-dire dans une situation bien dans un coin sombre, il n'y a pas de lumière. C'est parce qu'il est indépendant de la lumière. Parce que la photosynthèse, comme phénomène ou processus, tout entier avec ces deux phases, c'est la lumière. Parce que s'il n'y a pas de lumière, il n'y aura pas de phase 1 et du coup, il n'y aura pas de phase 2. Sauf que la phase 2 va bien sûr, se baser sur les produits de la phase 1. C'est pour ça qu'on dit indépendante. Il permet la conversion du dioxyde de carbone et de l'eau en glucides en utilisant l'énergie potentielle de l'ATP. Les êtres vivants hétérotrophes, donc comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, les herbivores et les carnivores, doivent se nourrir de matière organique pour en extraire leur énergie chimique et produire leur propre matière organique. C'est pour cela qu'on les qualifie d'hétérotrophes, parce que bien sûr, leur synthèse de la matière organique dépend d'autres organismes. Les herbivores dépendent des plantes chlorophylliennes et les carnivores dépendent à leur tour des herbivores. C'est pour cela qu'on parle d'hétérotrophes ou bien d'hétérotrophie. Donc ce sont deux termes, bien sûr, relatifs, bien sûr, aux relations trophiques. Sur la base de ces informations, on peut se poser deux grands questionnements.
auxquels on va chercher les éléments de réponse, bien sûr. Quels sont les phénomènes cellulaires permettant la libération de l'énergie chimique emmagasinée dans la matière organique? Et bien sûr, à ce niveau, on va aller beaucoup plus loin. Donc, on va aller à l'échelle cellulaire et on verra comment cette cellule, chez un organisme hétérotrophe, donc là, on va parler de la cellule, cette fois-ci, animale. Parce qu'on a dit la cellule végétale, on l'a vu, donc il peut faire de la photosynthèse, comme il peut faire d'autres phénomènes. Donc, c'est la cellule animale, chez un être hétérotrophe, qu'il peut être herbivore, carnivore, comme il peut être nous, les êtres humains, va utiliser cette matière organique. Et donc, comment il va extraire ou bien utiliser cette énergie? Parce qu'on dit la matière organique, c'est toujours une source d'énergie. Donc, d'où vient, comment il va faire pour extraire cette énergie à l'échelle cellulaire? Le deuxième questionnement, ou le deuxième grand questionnement, comment intervient l'énergie chimique, bien sûr, qui va être extraite à partir de la matière organique, ou dans les activités cellulaires qui nécessitent de l'énergie. Et dans le programme de la deuxième année baccalauréat, pour les deux sections, on va prendre un exemple d'une activité cellulaire qui est l'activité musculaire. Et on prendra comme exemple de cellule animale la cellule musculaire, donc qui forme le muscle squelettique strié. Ça, on le verra en détail. Juste, il faut garder que l'unité 1 va se baser sur ces deux séquences ou ces deux grandes parties. Partie 1, ou séquence 1, ce sont les mécanismes, les phénomènes, les voies qu'on peut qualifier aussi métaboliques à l'échelle cellulaire qui permettent d'extraire de l'énergie chimique, bien sûr, au niveau de la matière organique. La séquence 2, numéro 2, c'est la transformation. Donc, on prendra un exemple de la transformation de cette énergie chimique, bien sûr, en énergie mécanique, en étudiant l'exemple de la cellule musculaire. D'accord? Donc, j'espère que cette première partie du cours soit intéressante et, bien sûr, pour vous. Je vais vous laisser le soin de revoir la vidéo à tête reposée. Je reste ouvert à vos questionnements et vos suggestions et par la suite, je vais avancer dans chaque séquence de cette partie du cours. Merci pour votre attention et j'espère que tous les moments qu'on va passer soient fructueux, aussi bien pour moi que pour vous. Merci, à bientôt.